Salut à toi, pensée du jour numéro 200. Je comptais faire quelque chose de spécial. Bon, ce sera spécial pour moi parce que c'est ce sur quoi je planche en ce moment. On va parler du deuxième seuil aujourd'hui, de tous les deuxièmes seuils qui existent et de pourquoi j'ai choisi puissance critique, vitesse critique comme point de repère pour la formation que je suis en train de créer. Un petit cours en ligne sur, en gros, comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. C'est vraiment l'objectif de cette formation. Ça ne va pas être une formation pour apprendre à programmer des entraînements d'endurance. C'est vraiment une formation qui est basée, qui est focalisée sur l'aspect théorique, les fondamentaux au niveau physiologique, euh, pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc c'est plutôt orienté pour coach, préparateur physique ou athlète qui est intéressé à comprendre comment ces choses fonctionnent, dans le contexte principalement des sports d'endurance, mais étant donné que ces concepts-là sont valides, peu importe où on les applique, je pense que c'est des bons concepts et des bons principes généraux à comprendre et à savoir ensuite lire, interpréter et par la suite appliquer. Euh, donc là, je suis en train de créer les présentations. J'en suis à la présentation numéro 10, 10 sur 11 à ce stade, peut-être 12, peut-être que je fais une petite conclusion. Quoi qu'il arrive, cette dixième leçon, cette dixième présentation est sur le sujet du deuxième seuil, le deuxième seuil physiologique. Et on sait qu'il y a plein de noms on va dire, qui nous aident à mieux comprendre, ou des fois moins bien comprendre, ce deuxième seuil. Et donc, je voulais faire cette petite vidéo pour peut-être apporter un petit peu de clarté sur les différents termes qui peuvent être utilisés ou qui sont utilisés pour parler du deuxième seuil physiologique, euh, un, des, un des deux plus importants avec le premier. Ça, c'est leçon numéro 8 dans la formation qui est déjà écrit. Il ne reste plus qu'à animer les présentations, à les enregistrer bien sûr et à les publier, ce qui se fera normalement d'ici la fin du mois. C'est mon objectif en tout cas et je compte m'y tenir, ou en tout cas bosser très très dur pour y arriver. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est quelque chose que beaucoup de personnes m'ont demandé. D'ailleurs, si tu es intéressé et tu n'es pas encore sur la newsletter, sur la liste d'emails, je t'invite à cliquer le lien dans la description de cette vidéo qui est focalisée sur la Upside Strength Academy et pour tout ce qui parle des différents cours que j'ai l'intention de créer. Ce premier cours, dans un premier temps, bien sûr, il n'y aura pas de, il n'y aura pas d'email à foison, ce sera vraiment les emails pour te dire que la formation est dispo, quand, comment, pourquoi, et peut-être de petits rappels de temps en temps, mais vraiment, le but pour moi, c'est pas de... Je déteste le spam en email, je déteste quand je reçois 5000 emails de la même personne, euh, donc j'ai pas l'intention de faire ça. Mais quoi qu'il arrive, te tenir au courant si tu es intéressé par cette formation et par d'autres potentiels à l'avenir. Donc, deuxième seuil, qu'est-ce que ça veut dire le deuxième seuil? Le deuxième seuil, c'est là où on fait la transition entre le domaine d'intensité élevé et le domaine d'intensité sévère. Les domaines d'intensité sont le premier module, ou non, le deuxième module, parce que le premier module, c'est les fondamentaux au niveau physiologique, qui nous permettent ensuite de comprendre ce qui se passe sur cette distribution d'intensité. Et donc, les domaines d'intensité, c'est des éléments qu'on retrouve dans la recherche. Donc, si tu lis des papiers sur l'entraînement en endurance, la VO2 max, les adaptations à l'entraînement, les distributions d'intensité, c'est tous des termes qui vont être utilisés. Donc, domaine d'intensité modéré en dessous du premier seuil, élevé entre le premier et le deuxième seuil, sévère en dessus du deuxième seuil. Il y a aussi un quatrième domaine techniquement qui s'appelle le domaine extrême, mais qui dans ce contexte-là nous intéresse un petit peu moins. Mais donc pour revenir à nos chevaux, deuxième seuil, point d'inflexion entre le domaine d'intensité élevée et le domaine d'intensité sévère. Qu'est-ce qu'on a comme nom qui nous permettent on va dire,
commencer à mieux comprendre ou à mieux situer ce deuxième seuil, on en a plusieurs, avec plusieurs points de repère différents. Donc, on va commencer avec les mesures euh, physiologiques. Donc, on a par exemple le seuil ventilatoire 2. Seuil ventilatoire 2 qui va pouvoir être repéré, si je me souviens bien, sur le graphique où on va organiser l'échange ventilatoire, donc la quantité d'air que tu bouges par minute, en graphique contre la VO2. On a un premier point d'inflexion au premier seuil qu'on appelle le seuil ventilatoire 1, et il y a un deuxième point d'inflexion euh, sur ce même graphique qui représente le seuil ventilatoire 2. Certains l'appellent aussi le point de compensation respiratoire, the respiratory compensation point. C'est là où on commence à avoir une grosse hyperventilation pendant l'effort. Il faut ça c'est une des choses qu'il faut que je creuse d'ailleurs pour terminer ce module, c'est est-ce qu'il y a une différence entre, techniquement il me semble qu'il y a une différence entre le seuil ventilatoire 2, donc SV2, et le point de compensation respiratoire. Je ne me rappelle plus la distinction exacte. Ça va être, ça va être, ça va pas être une différence qui est fondamentalement importante, mais techniquement c'est peut-être intéressant pour certains de le savoir, donc ça c'est quelque chose que je vais juste vérifier avant d'en parler. Mais donc on a, du point de vue ventilatoire, on a une manifestation de ce deuxième seuil sous la forme d'un seuil ventilatoire 2 ou d'un point de compensation respiratoire. On a ensuite le seuil du lactate 2 qui, sur un test progressif, est en général vu comme le deuxième point d'inflexion significatif dans la courbe de lactate, en sachant que le premier point d'inflexion, donc le premier seuil, alors c'est intéressant, il faut toujours se dire que c'est des modèles, c'est des concepts. Là, on essaye, en l'occurrence, on essaye de trouver un angle dans une courbe. C'est littéralement ce qu'on est en train de faire. Donc, on parle de points d'inflexion où on voit des changements de tendance significatifs, mais c'est pas des absolus, c'est pas parfait, c'est de la physiologie, donc c'est un petit peu la merde. Ça part un peu dans tous les sens des fois, et on n'a pas toujours des mesures exactes, des graphiques exacts, etc. À mon avis, c'est une des beautés de la chose, c'est qu'il y a un aspect de science et de connaissance, mais il y a aussi un aspect d'interprétation et de pifomètre, on va dire, qui joue quand même. Et ça, faut pas se le cacher. Si tout était parfait, on le saurait depuis très longtemps, mais c'est pas le cas. Donc, on a ce deuxième point d'inflexion au niveau de la courbe de lactate, en sachant que le premier point d'inflexion, suivant comment on décide de le déterminer, ça va être en général, en tout cas de ce que j'ai pu lire dans la recherche et discuter avec des protagonistes qui utilisent ces méthodes-là depuis plusieurs dizaines d'années, avec beaucoup de professionnels, etc. En général, ce qui est utilisé, c'est une élévation conservatrice de 0,3 à 0,5 millimoles par litre par rapport aux valeurs de base, aux valeurs de repos pour le premier seuil. Et le deuxième point d'inflexion, il est assez clair dans la courbe. Ça, j'ai un bon graphique pour l'illustrer dans la formation, où on a vraiment si on veut vraiment ce deuxième point d'inflexion, on a une courbe du lactate qui était montée un peu, qui est bien plus haute que les valeurs de repos, mais là qui tout d'un coup repart vraiment vers le haut. C'est assez flagrant, qui, on va dire, reflète assez bien le graphique d'échange ventilatoire sur une progression d'intensité où on aurait une hyperventilation importante au-delà du seuil 2, donc passer ce point de compensation respiratoire, et ben on a encore une fois ce deuxième point d'inflexion vers le haut, et là, le lactate qui part en exponentielle et l'échec qui survient assez rapidement. Donc on a ces valeurs-là qui nous permettent de déterminer ce deuxième seuil, donc au niveau de la lactatémie. Euh, mais voilà, ça reste un point d'inflexion dans une courbe, donc toujours sujet à un petit peu d'interprétation. On a ensuite une autre valeur qui s'appelle le MLSS, Maximum Lactate Steady State, l'état stable maximal du lactate, qui lui va être mesuré sur des efforts, sur plusieurs efforts répétés. Donc ça, c'est un test qui est très chronophage. Et il y a plusieurs méthodes d'interprétation, encore une fois, pour ce test du MLSS. C'est une des difficultés d'ailleurs, mais il y a
dans la recherche, et ça, ce sera tous des papiers qui seront bien sûr en lien dans la formation avec toutes les ressources que moi j'ai utilisées à disposition pour ceux qui veulent creuser tous ces sujets fascinants à mon avis au niveau des sources originales. Donc, il y a eu des efforts plus récemment pour réconcilier le MLSS et notamment la puissance critique dont je vais parler en dernier, pour essayer de, on va dire, joindre les deux bouts, le modèle de puissance critique ou la relation durée, la relation puissance-durée, qui est, on va dire, la relation sous-jacente au concept de puissance critique et de vitesse critique, etc. Euh, c'est un modèle mathématique. Le MLSS, c'est une mesure physiologique. Certains l'appelleraient arbitraire. Pourquoi arbitraire? Simplement parce que on a choisi, les personnes qui ont créé ce test ont choisi une durée d'effort, en l'occurrence 30 minutes, et ensuite on choisit de prendre une mesure de lactatémie à la 10e minute, puis ensuite à la 30e minute, si je ne me trompe pas, et on décidait que si l'augmentation entre la minute 10 et la minute 30 était de moins d'un millimole par litre, on était soi-disant à l'état stable maximal du lactate, et que si on était au-delà d'un millimole par litre, on avait dépassé cet état stable maximal du lactate. Donc je dis arbitraire parce que les 30 minutes c'est arbitraire, le 10 et 20 minutes c'est arbitraire, le 1 millimole c'est arbitraire. Peut-être pas, oui c'est arbitraire. C'est des décisions qui ont été prises. Donc encore une fois, il y a eu des efforts plus récemment pour réconcilier ces deux modèles, et donc qui proposent de modifier potentiellement les points de mesure du lactate pendant ces 30 minutes d'effort pour que les valeurs de MLSS se rapprochent plus des valeurs de puissance critique qui peuvent être déterminées au travers d'autres tests, pour encore une fois essayer de joindre les deux bouts. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, de faire correspondre, de synthétiser, de ramener ensemble différents modèles, différents concepts, surtout qu'on a une mesure physiologique avec le MLSS et un modèle, techniquement un modèle mathématique avec la puissance critique ou le seuil de fatigue. Euh, donc c'est intéressant, mais encore une fois, c'est très chronophage, ça nécessite plusieurs efforts de 30 minutes, séparés soit de pas mal de temps pour qu'on puisse récupérer, mais après il y a tout ce qui est l'histoire de la déplétion du glycogène, etc. Donc idéalement, il faut le faire sur plusieurs jours, donc il faut en tout cas en faire 3, 4, 5 si on veut être précis. Donc voilà, c'est assez chronophage comme test. On a ensuite le fameux FTP. FTP qui veut dire en anglais Functional Threshold Power. Donc c'est la puissance fonctionnelle au seuil, ce qui veut rien dire du tout. Il y avait un protocole dans le temps, qui était le protocole pour trouver la FTP, qui, si je ne me trompe pas, incluait un effort de 5 minutes maximal ou quasi maximal, suivi d'une dizaine de minutes de travail à basse intensité, suivi ensuite d'un effort de 20 minutes. Si on prenait ensuite les 95% de la puissance maintenue sur les 20 minutes, sur le test de 20 minutes, on avait, entre guillemets, notre FTP qui était normalement correspondante à la puissance qu'on pourrait théoriquement tenir sur 60 minutes. Donc là, déjà, il y a pas mal on introduit énormément de facteurs d'erreur potentiels ou de paramètres simplement qui vont influencer le résultat final, en sachant que simplement parce que tu peux faire certains watts sur 20 minutes, ça veut pas dire que ça veut absolument rien dire, ça veut pas dire grand chose par rapport aux watts que tu peux tenir pendant une heure. Ensuite, c'est la question, pourquoi est-ce que tu voudrais savoir combien de watts tu peux tenir pendant une heure? Parce que, selon certains, ça serait l'équivalent de ce deuxième seuil, donc cette frontière entre le domaine d'intensité élevée et le domaine d'intensité sévère. Mais, les gens, ils n'aiment pas faire des gros efforts de 5 minutes parce que c'est dégueulasse. Surtout pas si derrière tu dois faire un gros effort de 20 minutes parce que c'est doublement dégueulasse. Je caricature un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, la plupart des gens se contentent, et c'est une mesure qui est beaucoup utilisée dans le cyclisme, euh, la plupart des gens se contentent de faire un effort de 20 minutes, de prendre les 95%,
et de se dire que ça, c'est la FTP. D'ailleurs, beaucoup de plateformes en ligne, Training Peaks, Strava, etc., prennent cette valeur de FTP, entre guillemets, comme référence pour organiser la distribution d'intensité d'entraînement. Donc, c'est très simple, entre guillemets, tu fais un test de 20 minutes et tu as ta valeur. Le problème, c'est que c'est incomplet et en plus de ça, on a encore une fois énormément de facteurs d'erreur. Il s'avère que pour ceux que ça intéresse, euh, pour avoir la puissance qui peut être maintenue pendant une heure, il faut prendre c'est plus 86% de ton 20 minutes max, plus que 95%. Donc déjà là, si tu voulais une mesure un peu plus précise ou un calcul un petit peu plus précis de ton 60 minutes max watt, eh ben, tu prends le 86% de ton 20 minutes. Mais au final, ça ne change pas grand-chose parce qu'encore une fois, pourquoi être 60 minutes? C'est arbitraire. C'est pas ça qui nous importe nécessairement. L'important, c'est quoi? C'est encore une fois d'avoir une mesure précise pour ce deuxième seuil, pour cette frontière entre le domaine d'intensité élevée et le domaine d'intensité sévère. Pourquoi? Parce que ça te permet ensuite de calibrer tes intensités d'entraînement de manière précise, pour ensuite engendrer des adaptations spécifiques, évolues, selon les objectifs, selon les besoins de l'athlète, selon le moment de l'année, selon les objectifs de compétition, etc., etc. Donc on veut une mesure pratique et précise de ce changement d'état interne, parce que c'est vraiment ça le deuxième seuil, c'est on passe d'un état métabolique stable. Ça ne veut pas dire que ça peut être maintenu pour toujours, ça ne veut pas dire que c'est sans fatigue, ça veut simplement dire que avant le deuxième seuil et après le deuxième seuil, on a des états internes complètement différents et on a un type de fatigue qui est complètement différent, avec notamment au-dessus du deuxième seuil une déplétion de la phosphocréatine, une accumulation de phosphate inorganique, une accumulation d'ion d'hydrogène, une accumulation d'ADP. Tous ces métabolites, en gros, on ne peut plus rétablir l'équilibre interne, l'équilibre métabolique, ce qui va nous faire tendre vers VO2 max et vers rapidement l'échec de la tâche, ou alors nous forcer à ralentir tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une mesure précise de ce deuxième seuil quand on parle d'organiser les intensités d'entraînement, quand on parle de planification et quand on parlera dans la prochaine leçon des zones d'entraînement qui nous permettent ensuite de faire en sorte qu'on s'entraîne aux bonnes intensités pour les bonnes adaptations qu'on recherche. Euh, donc c'est un des problèmes avec la FTP. J'avais fait une autre vidéo sur la FTP. Je t'invite à aller la regarder pour plus de détails. Et on arrive à la puissance critique, à la relation puissance-durée ou vitesse-durée, selon si on fait du vélo ou on court ou on fait de la natation. Et cette relation extrêmement intéressante. Pourquoi? Alors certains diront oui, mais c'est un modèle mathématique. Oui, mais si tu l'appliques bien, il reflète de manière très étroite ce qui se passe au niveau interne, ce qui se passe au niveau physiologique. C'est-à-dire que si tu mesures ou tu calcules ta puissance critique et tu fais ensuite des efforts, ça peut être, si je ne me trompe pas, 5% en dessous de ta puissance critique, 5% en dessus de ta puissance critique, et que tu quantifies certains paramètres, par exemple ta ventilation, par exemple ta VO2, par exemple ton lactate, par exemple ton oxymétrie musculaire, par exemple si tu es dans un labo, le phosphate inorganique, les ions d'hydrogène, l'ADP, etc., etc., la phosphocréatine. Donc, si tu fais tout ça, eh ben, tu verras qu'en dessous de ce seuil et en dessus de ce seuil, ce n'est pas du tout la même partie de carte, j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi on parle de carte, mais ce n'est pas du tout la même chose. Okay, donc, malgré le fait que ce soit un modèle mathématique, ça reflète de manière extrêmement étroite la physiologie sous-jacente à ce modèle. Et une des choses qui est géniale avec ce modèle de puissance critique, c'est que c'est pas trop difficile de le calculer. Pour faire simple, il faut une mesure de watts max moyen sur 3 minutes et une sur 12 minutes. Je dirais que la première fois que tu fournis ces efforts, tu peux te permettre de les faire sur la même journée avec peut-être une demi-heure, 40 minutes de zone 1 en récupération entre les deux efforts, peut-être avec un petit peu de sucre entre les deux également pour rétablir ton stock de glycogène et les glucides disponibles. Et ensuite, de refaire un 3 et un 12 minutes ultérieurement à peut-être 1 ou 2 jours d'intervalle
pour avoir tes mesures à toi, en sachant que si tu n'as jamais fait ces efforts de 3 et 12 minutes, eh ben, tu n'auras certainement pas exploité ton plein potentiel sur ces efforts. Et donc, le refaire une deuxième fois, tu peux grappiller quelques watts, quelques pourcents et avoir des mesures qui soient, on va dire, valides ou proches de ton potentiel maximal. Et avec ces deux mesures, tu peux ensuite calculer cette puissance critique. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc je t'invite à aller cherche simplement puissance critique Upside Strength, tu trouveras les vidéos en question. Et ça te permet de calculer. D'ailleurs, j'ai mis à disposition un calculateur en ligne que tu peux utiliser, c'est gratuit, profite. Et ensuite, tu peux utiliser ça non seulement pour ton deuxième seuil, donc pour cette frontière entre le domaine élevé et le domaine sévère, mais également, tu as un deuxième paramètre qui ressort de ce modèle qui est le W' en vélo et le D' en course à pied, et qui représente la quantité de travail que tu peux effectuer en dessus de ce deuxième seuil dans un effort de, on va dire, le champ d'applicabilité du modèle est de 2 à 15 minutes en général, de 2 peut-être jusqu'à 20 minutes, mais ça commence à s'effilocher un petit peu sur les deux bouts du spectre. Donc c'est un modèle qui s'applique de manière restreinte, mais qui est extrêmement intéressant pour trouver cette frontière entre les deux domaines d'intensité et donc organiser ses entraînements de manière plus précise et donc savoir que quand tu fais le travail, tu élicites les bonnes adaptations au bon endroit grâce au travail que tu effectues. Euh, il me semble que j'ai fait le tour de ces différentes mesures du deuxième seuil qui peuvent exister ou qui existent, que les gens utilisent ou dont les gens parlent. Et j'espère que j'aurai bien communiqué la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser la puissance critique ou encore une fois la relation puissance-durée ou vitesse-durée pour ce deuxième seuil dans la formation. Je parle bien sûr de tous les autres éléments que j'ai mentionnés dans cette vidéo, mais je me focalise sur la puissance critique, sur la vitesse critique, parce que, alors, déjà d'après le consensus scientifique, c'est le plus valide, le plus utilisé et le plus applicable, je dirais, à peu de choses près. Et en plus de ça, ça reflète bien ce qui se passe. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour du deuxième seuil. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te le répète, je suis en train de créer une formation sur le sujet. On va parler physiologie, on va parler domaine d'intensité, on va parler seuil physiologique, on va parler zone d'entraînement, on va pas parler programmation d'entraînement en conditionnement, on va pas parler de planification sur le long terme. C'est vraiment une formation qui est axée sur la théorie pour comprendre. C'est pour les coachs, pour les préparateurs physiques, peut-être pour les athlètes qui ont vraiment envie de comprendre ce qui se passe et pourquoi ils font tel ou tel entraînement, ou qu'est-ce que ça veut dire quand je fais une zone 2, ou qu'est-ce que ça veut dire quand je travaille au seuil, etc. etc. Donc je t'invite à cliquer le lien dans la description, ajoute-toi sur la newsletter pour que tu puisses avoir accès à cette formation dès qu'elle deviendra disponible, je l'espère, d'ici la fin du mois. Voilà, c'était la pensée du jour numéro 200. Ça m'a fait plaisir de prendre un petit peu de temps pour détailler tout ça avec toi. J'espère que ça t'aura aidé, informé, éclairé sur quelques points. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, laisse-moi un commentaire. Si tu as des questions, des follow-up, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce bleu. Quoi qu'il arrive, si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la pensée du jour numéro 201. C'est parti.